Salut, c'est Camille. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il existait un moyen de soutenir Crimes oubliés. Eh bien, c'est aujourd'hui possible, j'ai ouvert une page Patreon. J'ai fait un choix pour ce podcast, pas de pub qui casse l'ambiance en plein milieu de vos écoutes. Donc pour que le podcast continue à exister à ce rythme et en toute indépendance, j'ai besoin de vous. Vous avez plusieurs possibilités pour me soutenir à votre échelle, je vous laisse le lien de la page directement dans les notes de l'épisode. Merci pour votre fidélité et merci à ceux qui participeront à cette aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Le 30 juin 1764, une jeune bergère de 14 ans, Jeanne Boulet, est tuée alors qu'elle gardait un troupeau près du hameau de Hubac dans la paroisse de Saint-Étienne de Lugdarès, au nord du comté du Gévaudan, aujourd'hui en Ardèche. Son corps est retrouvé affreusement mutilé. La gorge a été déchirée, la tête presque arrachée. On accuse directement les loups, très nombreux dans la région. Mais dans les bourgs, on murmure déjà qu'il s'agirait d'autre chose, un mâle inconnu qu'on décrit comme une bête. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de la bête du Gévaudan. L'été 1764 commence donc dans la peur. Ce n'est pas la première fois qu'un enfant meurt dans les montagnes, mais là, quelque chose cloche. La violence des blessures, la rapidité de l'attaque, le silence des bois juste après. Le curé de Saint-Étienne de Lugdarès, chargé de consigner les décès, note simplement, je cite, « tué par une bête féroce ». Pas de nom pour cette créature, pas de piste pour la retrouver, et donc aucune capture, bien entendu. Le 8 juillet 1764, soit un peu plus d'une semaine après la mort de Jeanne Boulet, une deuxième victime est retrouvée à quelques kilomètres de là. Il s'agit de Marguerite Dufayet, une adolescente d'environ 15 ans, attaquée alors qu'elle surveillait un troupeau près de la paroisse de Puylaurens, à environ 6 ou 8 kilomètres au sud de Saint-Étienne de Lugdarès. Un trajet à pied d'environ 1 heure à travers bois, ravins et pâtures escarpées. Son corps est retrouvé en partie dénudé, la tête profondément lacérée et le thorax ouvert. Quelques témoins affirment avoir entendu des cris brefs, suivis d'un silence angoissant. La scène est si choquante que le curé du village refusera d'en donner une description précise dans les registres. Comme pour Jeanne Boulet, c'est une bête féroce qui l'a attaquée, sans plus de détails. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres, il est déjà établi qu'il ne peut s'agir d'un loup ordinaire. Mais contrairement au premier curé, lui parle d'un, je cite, « fléau sorti de l'enfer ». Déjà, vous voyez, on commence à penser que c'est peut-être le célèbre Satan qui y est pour quelque chose. Le 15 juillet 1764, une troisième victime est signalée à environ 10 km à l'ouest de Saint-Étienne de Lugdarès, dans les environs de la paroisse de Luc, sur le chemin vers le col de la Chavade. Il s'agit d'une jeune fille d'une 12aine d'années, dont le nom n'est pas précisé dans les sources. Son corps est retrouvé dans un état similaire aux précédentes victimes. La gorge arrachée, les chairs lacérées au niveau du visage et de la poitrine. Là encore, et je ne vous l'ai pas précisé pour les deux premières, l'animal n'a étrangement pas touché au mouton qu'elle gardait. Le curé du Luc consigne la mort comme étant causée par une bête monstrueuse. Les mots sont différents, mais finalement, ça revient au même. Si on résume, les victimes sont toujours des jeunes filles, ça se passe en pleine journée, et les cadavres sont atrocement mutilés, alors que les bêtes qu'elles gardaient n'ont pas une égratignure. Les paysans du secteur, d'abord convaincus d'avoir affaire à une meute de loups, commencent à douter. Il faut dire que dans cette région reculée du Gévaudan, les loups sont nombreux et bien connus des éleveurs. À la fin du XVIIIe siècle, on estime leur population en France entre 10 000 et 20 000 individus. La cohabitation est parfois difficile, mais elle est une réalité quotidienne. Quand un troupeau est attaqué, quand un enfant disparaît, c'est presque toujours le loup qu'on accuse en premier. C'est l'ennemi familier, celui qu'on redoute sans jamais s'étonner de son retour.
Mais cette fois, les blessures sont différentes. Et l'attitude du prédateur, elle aussi, semble étrange. Ces femmes et ces hommes qui vivent en campagne connaissent bien les loups. Ils savent tout de leurs habitudes. Cette fois, les attaques ne ressemblent à rien de connu. La bête semble viser la tête, le cou, la poitrine, sans jamais toucher au bétail. Ça n'a pas de sens. Elle n'a pas l'air d'agir en meute non plus. Elle frappe, puis disparaît, sans qu'on ait pu l'apercevoir. Vous imaginez bien que ça commence à papoter autour du ver de gnôle de 9h du matin ou du cochon grillé le dimanche après la messe. Si ce n'est pas un loup, alors on s'imagine déjà toutes sortes de choses. Un chien dressé pour tuer, ou bien un fauve échappé d'une ménagerie. Certains évoquent un animal venu d'Afrique, du genre lion ou hyène. Bien sûr, si c'est terrible, ça vient forcément de là-bas. Ou bien même une créature de foire qui aurait fui son maître. Mais personne n'a rien vu. Tout le monde parle beaucoup, mais personne ne sait. Dans les villages, la peur monte. Les enfants n'ont plus le droit de sortir seuls. Les bergers vont à 2, parfois à 3 dans les pâturages. Les hommes forment des groupes pour partir en mini-battue dans les forêts du coin avec leurs armes de chasse, un peu sommaires. Mais la bête semble toujours en avance sur eux. Dans le courant du mois d'août, de nouveaux cas sont signalés à Paulac, à Arzen-Dapché, puis du côté de Chanalei. Et comme d'habitude maintenant, les curés écrivent et les officiers de justice dressent leurs actes. Mais pour le moment, tout ça reste isolé à chaque fois. Rien ne s'organise vraiment à l'échelle du comté. Chacun agit à sa manière et dans son coin. Sans compter qu'on ne fait pas toujours le lien entre les différentes victimes. Ce qui a lieu dans un patelin ne regarde pas celui d'à côté. Sauf que pendant ce temps, les morts s'accumulent. C'est à l'automne 1764 que la peur change de nature. Le bruit des attaques se propage bien au-delà des paroisses concernées. Les premiers échos remontent jusqu'à Mende et jusqu'au Puy-en-Velay. Devant l'inaction des autorités centrales, ce sont les populations elles-mêmes qui s'organisent. Les premières vraies battues sont improvisées par les paysans des environs, à Paulac, à Arzen-Dapché et à Chanalei. On rassemble les hommes valides, on prend fusils et bâtons, parfois des fourches, en gros tout ce qu'on peut trouver capable d'embrocher une bestiole de cette taille. Et on l'imagine très très grande, croyez-moi. Ah bah dans la tête des gens, on est entre le gros chien et la vache, carrément. On espère surprendre l'animal dans les fourrés ou en attendant pendant des heures. Mais la bête ne se montre jamais. Certains prétendent l'avoir vue s'enfuir entre 2 rochers, d'autres jurent avoir entendu un cri étrange, rauque, presque humain. Mais les faits sont là, les battues échouent, et les morts, elles, continuent. Ce n'est qu'à la fin de l'automne que l'affaire commence à attirer l'attention de la presse. Je veux dire, la presse qui porte vraiment le message au-delà du village, pas la petite gazette des agriculteurs du coin. Comme je vous l'ai dit, en novembre 1764, le Courrier d'Avignon publie un premier article sur les morts du Gévaudan. Le récit est sobre, mais le ton est donné, et à partir de là, ça ne va faire que s'intensifier. Très vite, d'autres journaux suivent, et je vous l'ai un peu teasé dans les épisodes précédents. La Gazette de France relaie les témoignages et décrit une bête insaisissable, douée d'intelligence, presque démoniaque. Pourtant, je vous le rappelle, à l'automne 1764, personne ne l'a jamais vue. Personne qui ne soit vivant, en tout cas. Des premiers dessins sont imprimés, inspirés de croquis sommaires, eux-mêmes sortis de la tête de quelques gars qui ont cru l'apercevoir. On n'est pas sur une précision hors norme quand même. On représente l'animal avec une mâchoire démesurée, des pattes griffues bien sûr, et une crinière de feu. Oui, oui, oui. Donc, comme je vous disais, rien de confirmé, tout est fantasmé. Mais l'effet est immédiat. On commence à parler du Gévaudan bien au-delà des Cévennes, et à Versailles, quelqu'un commence à tendre l'oreille. Durant cet automne 1764, les chasseurs locaux sont mobilisés. Ce sont à l'époque les seigneurs locaux qui détiennent le privilège de la chasse et du port d'armes à feu. Donc naturellement, ils prennent les choses en main pour tenter de rassurer déjà et de sauver leur population.
Parce que quand t'es un gamin ou une jeune fille et que t'as des moutons à garder, tu commences à sacrément claquer des guiboles, le bâton dans une main, un couteau dans l'autre. Les seigneurs dépêchent donc leurs propres chasseurs pour traquer la bête. Mais l'ampleur de la tâche dépasse vite leurs moyens et les autorités civiles s'en mêlent à leur tour. Elles encouragent la population à continuer les battues en mode « plus on est fou, plus on risque sa vie ». Plus on rit, pardon. Ils essaient d'appâter les plus courageux ou les plus vénaux avec des petites primes et autorisent même l'usage du poison malgré l'interdiction temporaire émise par l'intendant du Languedoc qui craint que les animaux domestiques ne soient aussi contaminés. Mais rien n'y fait. Poison, primes, hommes courageux, les morts s'amoncellent dans les fourrés. Alors en novembre 1764, face à l'échec des moyens classiques, les autorités décident de faire appel à l'armée, carrément. Un détachement de dragons, une unité de cavalerie légère, célèbre pour sa mobilité et sa capacité à combattre aussi bien à cheval qu'à pied, commandé par le capitaine Duhamel, est envoyé sur place. Ce corps militaire, habitué au combat d'escarmouches, est censé organiser une traque rigoureuse. En gros, ils sont là pour structurer un peu tout ce bazar, pour que cette histoire de bête dévorante dans les Cévennes se termine bien vite. Parce que ça fait quand même des mois que ça dure cette histoire, et l'hiver s'annonce déjà. L'arrivée des dragons dans le Gévaudan ne passe pas inaperçue, vous vous en doutez. La presse régionale s'en empare aussitôt, parce qu'attendez, si même l'armée s'en mêle, c'est que ça doit valoir le coup d'être raconté. À partir de là, on publie des articles quotidiens. Les lecteurs, toujours friands de récits violents et de mystères, en redemandent. Et très vite, ce n'est plus seulement la France qui s'intéresse à la bête du Gévaudan. Toute l'Europe, par l'intermédiaire de cette histoire, découvre le nom de cette province paumée. Mais c'est clair que niveau tourisme, ça donne pas très envie. Mais malgré les efforts de Duhamel et de ses hommes, les attaques ne cessent pas. Dans les montagnes, la neige commence à tomber. Le froid gèle les chemins et ralentit considérablement les hommes jusqu'à rendre la chasse presque impossible. Et plus les morts s'accumulent, plus les rumeurs s'épaississent. L'armée est là, c'est l'autorité la plus forte, la plus à même de réussir cette mission. Et pourtant, on ne peut pas mettre fin à ces morts en série ? Alors dans ce cas, c'est que cette bête est un monstre ? Un lion, un ours, un loup gigantesque, une hyène échappée d'on ne sait où, un léopard venu d'outre-mer à la nage ? Ça, c'était les premières images sorties de l'imaginaire collectif. Mais certains se demandent si ce n'est pas plutôt un sorcier qui est derrière tout ça, ou bien un loup-garou peut-être, ou pire encore, un homme déguisé en bête qui tuerait pour son propre plaisir. À l'automne 1764, la terreur n'est plus seulement dans les bois. Elle s'insinue partout, dans les esprits et dans les foyers. C'est la fin de ce 3e épisode de la saga de l'été. Dans le prochain, je vous raconterai comment la chasse de la bête va devenir une affaire royale et comment les premiers envoyés du roi vont se heurter à un mystère plus coriace encore qu'ils ne l'avaient imaginé. On se retrouve donc dans quelques jours pour la suite. Si vous aimez déjà cette saga, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Merci à ceux qui feront partie de l'aventure. Et comme d'habitude, partagez le podcast autour de vous, à votre famille, vos amis qui n'ont rien à écouter cet été. À très vite!